All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi nous présentait le système Kano. C'est un système qui a été découvert de façon assez particulière en 2463. Quelques décennies après la découverte des Banu, l'humanité a eu une période d'expansion importante. Une citoyenne de l'UE nommée Tabata Caster voulait être exploratrice mais ne pouvait pas pour cause de maladies chroniques. Elle s'est donc mise à acheter des données de scanner à différents pilotes et les a manuellement passées en revue pour trouver des anomalies qui indiqueraient la présence de points de saut. Elle a fini par trouver quelque chose de louche et a demandé à un explorateur du nom de Jamel Normand de se rendre aux coordonnées qu'elle avait trouvées. Et effectivement, il y avait bien un point de saut à cet endroit qu'elle avait réussi à découvrir depuis chez elle. Le système fut nommé Kano en référence aux premières lettres des noms de famille de Tabata et Jamel, c'est-à-dire Caster et Normand. Kano 1 est, comme beaucoup de premières planètes, une planète naine similaire à Mercure en rotation synchrone autour de son étoile. On retrouve donc un côté où il fait constamment nuit et froid et un côté où il fait constamment jour avec des océans de lave. Elle est quand même un peu plus singulière que les autres planètes dans ce cas, puisqu'à la limite jour-nuit, on trouve des cristaux géants qui sont visibles depuis l'atmosphère. Kano 2 est une planète océanique avec une atmosphère toxique, typiquement le genre de planète qu'on n'essaierait pas de terraformer au XXe siècle, mais l'expansion humaine au moment de sa découverte a encouragé l'humanité à le faire. Les premiers colons se sont installés sur les glaciers du pôle Nord et ont rapidement développé l'économie de la planète, jusqu'au moment où les conditions atmosphériques se sont petit à petit détériorées pour revenir à ce qu'elles étaient au départ, obligeant tout le monde à se réfugier dans des bases sous-marines. Les entreprises ayant investi sur la planète ont évidemment pas voulu lâcher le morceau, surtout avec les ressources naturelles prometteuses qu'il y avait sur place. Elles ont régulièrement retenté des procédures pour réassainir l'atmosphère de la planète avec les nouvelles technologies progressivement disponibles, mais ça n'a jamais marché. Et au XXe siècle, l'idée a été complètement abandonnée, d'autant plus que la planète n'a plus vraiment d'avenir pour les humains. En 2898, une chercheuse sur la planète a constaté que des sondes sous-marines présentaient des gravures suivant un schéma bien précis. En poussant ses recherches, elle s'est aperçue que ces gravures étaient causées par une espèce de plancton microscopique, et que ces gravures donnaient parfois lieu à une prolifération d'une algue qu'on trouvait bien plus ici qu'ailleurs. La théorie de cette chercheuse, c'est que la dernière tentative de terraformation de la planète a causé l'apparition de cette algue, et que cette espèce de plancton s'est mise à la cultiver. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le Fair Chance Act visant à protéger les espèces intelligentes en voie de développement a dû être mis en place sur une planète déjà colonisée, ce qui a évidemment pas plu aux habitants qui ont dû négocier pour pouvoir rester. Un compromis a été trouvé et les habitants de Kano 2 ont pu y rester, mais il n'est plus possible d'y aller pour y vivre. La zone de colonisation humaine est cantonnée à une ville sous-marine sous la banquise du pôle Nord, elle est plutôt peuplée, le pôle Sud est accessible uniquement à certains scientifiques, et les îlots artificiels qui avaient été construits un peu partout sur la planète ont été abandonnés, aux oiseaux, aux crustacés ou à des hors-la-loi. La ceinture d'astéroïdes du système a été délaissée dès que l'expansion humaine a été stoppée avec le Fair Chance Act. Elle est donc encore pleine de ressources, avec des stations de minage abandonnées, mais c'est aussi une zone protégée où il est interdit de se rendre. Kano 3 est une planète similaire à Vénus, donc avec une atmosphère toxique, et qui a pour seul point d'intérêt une station de recherche où les scientifiques essaient de trouver une solution pour terraformer la planète. Et enfin, Kano 4 est une géante gazeuse verte entourée d'astéroïdes, où il est difficile de raffiner de l'hélium et de l'hydrogène à cause des vents violents dans son atmosphère. L'émission Inside Star Citizen de jeudi a présenté comme promis les progrès sur les lunes de Microtech et sur le Karak. L'environnement des 3 lunes leur ont pris pas mal de temps parce qu'ils ont dû apprendre à maîtriser tout ce qu'il était possible de faire avec la version 4 de la technologie de planète procédurale, et aussi parce qu'ils étaient que 2 à travailler sur le sujet. Mais il y a quand même un certain progrès en termes de productivité. L'environnement de la lune de Lyria, une des lunes d'Arcorp, leur avait pris à eux deux 1 mois de temps de travail pour une seule lune. Pour les 3 lunes de Microtech, ils annoncent avoir réussi à les boucler toutes les 3 en moins d'1 mois. Ça a été validé et d'autres artistes comme ceux responsables des effets spéciaux sont déjà en train de travailler dessus. Petite information en passant, Calliope n'aura pas d'océan, Euterpe aura un océan gelé et Clio un océan non gelé. Et aussi, petite hypothèse, comme il n'y a probablement pas que eux pour créer les environnements naturels, s'ils étaient que 2 à travailler sur ces lunes, qui sont les derniers astres telluriques du système Stanton, c'est peut-être parce que certains de leurs collègues commencent déjà à travailler sur le système Pirou. Et comme promis, la seconde partie de l'émission nous a fait faire un petit tour de toutes les pièces du Karak. On peut toujours pas le faire in-game parce que le Karak a été ajouté sur le PTU, mais seulement pour les développeurs qui s'amusent à troller les joueurs avec.
You motherfucker. I knew it. Cette visite du Karak a commencé par le niveau 0 qu'on pourrait appeler niveau de stockage, en commençant par sa pièce à l'avant, c'est-à-dire le hangar à véhicules, qui disposera d'ailleurs d'une barrière entre la zone pour se garer et la porte du fond, certainement pour éviter de la bloquer avec un véhicule. Ensuite, un petit couloir qui part vers l'arrière du vaisseau aura une écoutille qui permettra, dans le futur, d'amarrer le vaisseau à une station ou à un autre vaisseau. Il y aura aussi des armoires pour stocker les combinaisons spatiales en cas de sortie extravéhiculaire. Les 3 pièces suivantes sont en fait des conteneurs de marchandises à travers lesquels on pourra passer via une passerelle en hauteur. Les conteneurs seront détachables du vaisseau, mais la passerelle sera toujours là et vous fera passer par l'espace s'il n'y a plus de conteneurs. Donc entre chaque pièce, par sécurité, il y aura un sas. Et la dernière pièce au niveau 0 du Karak rappelle son passé de vaisseau militaire car ce sera une armurerie qui permettra évidemment de stocker des armes et des armures. Au niveau au-dessus, le niveau d'habitation, on commence à l'arrière par une salle des machines où on trouvera les composants du vaisseau comme ses générateurs d'énergie et de boucliers. En allant vers l'avant, on aura une infirmerie avec un lit médical équivalent à celui du Cutlass Red, 4 lits classiques dans la salle d'attente et des pièces de stockage pour le matériel médical. Toujours à ce niveau, on aura les quartiers d'équipage avec des douches, une cantine, des lits et un billard made in Annville. Et plus loin, vers le pont, on aura les quartiers du capitaine avec télévision et bibliothèque. Toujours à ce niveau, à l'avant du vaisseau, on aura la partie inférieure du pont avec des serveurs pour stocker les données récupérées pendant les explorations et les postes de pilote et de copilote. Au niveau 2, le niveau technique, toujours à l'avant, on aura la partie supérieure du pont avec une carte de l'espace et 3 postes qui seront responsables des communications, du contrôle d'une des tourelles et un poste de pilotage auxiliaire avec une meilleure visibilité. Ensuite, derrière le pont, un couloir contiendra quelques capsules de sauvetage et un atelier pour réparer les composants. À côté se trouvera la salle des drones qui permettra d'éjecter des drones dans l'espace sans avoir à les faire passer par des sas. La pièce suivante est un hangar permettant de stocker un chasseur très léger comme le Annville Pisces et la sortie se fera par le plafond. Ensuite, 2 couloirs permettront de rejoindre les tourelles latérales qu'ils ont un peu éloignées du vaisseau lorsqu'elles sont déployées pour permettre d'avoir un angle de tir un peu plus large. Et encore après ces couloirs, on arrive à la pièce à l'arrière du vaisseau qui rappelle un peu la pièce à l'avant. À l'avant du vaisseau, c'est le pont qui occupe l'avant des niveaux 1 et 2, et à l'arrière, c'est la salle des machines dont j'ai déjà parlé qui occupe l'arrière des niveaux 1 et 2. Et enfin, au niveau 3, on aura une salle des cartes qui permettra de planifier des trajets pour le vaisseau et des portes qui donneront sur le toit, qui sera en fait la porte du hangar du niveau en dessous. L'émission Star Citizen Live de vendredi recevait Richard Towler et Yogi Klatt pour nous parler de leurs travaux sur l'expérience de jeu en véhicule et en vaisseau, et c'était pas très intéressant. Ils étaient clairement pas les mieux placés pour répondre à certaines des questions qu'on leur a posées, et quand ils pouvaient y répondre, leur réponse était toujours assez évasive. Du style on est au courant, on a des idées, mais on peut pas encore trop en parler. À peu près la moitié des questions auraient pu être posées à John Crew et Paul Coulson, et on aurait certainement eu des réponses beaucoup plus intéressantes. Vendredi, en revanche, on a eu une session de questions-réponses sur le Spectrum avec Luke Presley et Eddie Hilditch sur les mécaniques de jeu pendant nos séjours en prison, et on a appris plein de choses. On va commencer par éliminer les questions les plus coquines, avec la question la plus votée, qu'est-ce qu'il se passera si on fait tomber la savonnette pendant qu'on sera en prison ? Ils s'attendaient à avoir cette question, et ils ont demandé à ce qu'on la repose pas, et oui, ça sera une prison mixte. Lors de votre arrestation, avant votre incarcération, pour l'instant, les forces de police feront peut-être tout simplement disparaître votre vaisseau, et vous vous réveillerez en prison. L'abordage du vaisseau pour venir vous débusquer, ça sera peut-être pour plus tard, et vous serez probablement pas transporté jusqu'à la prison, mais vous y serez téléporté instantanément, et pas dans votre cellule, mais dans le hall. Ils vont essayer de mieux attribuer le niveau de criminalité en fonction des délits et des crimes commis pour éviter qu'on se retrouve avec un niveau de criminalité élevé à cause de bugs ou de joueurs qui nous pousseront à la faute. S'ils n'y parviennent pas, ils supprimeront ou réduiront certaines peines le temps de corriger l'attribution du niveau de criminalité. Il prévoit aussi de ne pas forcément obliger les joueurs à passer par la case prison et d'avoir d'autres options pour payer leurs dettes. Et pour les joueurs qui seraient tout le temps du bon côté de la loi, il est possible qu'un système de karma soit mis en place dans le futur, ce qui permettrait de visualiser le profil judiciaire d'un joueur et de détecter un délit ou un crime comme un véritable accident et pas comme une infraction volontaire. Une peine de prison à remplir ne devrait pas se multiplier après avoir commis la même infraction plusieurs fois d'affilée, mais ça pourrait changer après la 3.9. En tant que non-prisonnier, il sera possible de rentrer dans la prison, mais seulement jusqu'à un certain point.
On devrait pouvoir sortir des objets de la prison, ce qui pourra nous donner des missions, mais on ne devrait pas pouvoir faire rentrer des objets dans la prison. Plus généralement, les parcours permettant de s'évader de la prison seront à sens unique et ne permettront pas de rentrer dans la prison. Ils ne veulent surtout pas que des joueurs puissent rentrer dans la prison avec des armes. Avant d'être incarcéré, il pourrait être possible de payer de l'argent pour réduire une partie de sa peine, mais pas forcément sa totalité. Et aussi, avoir accompli des missions pour certains PNJ pourrait amener ces PNJ à jouer de leurs relations pour réduire votre peine de prison. Une fois en prison, des joueurs pourraient utiliser une macro qui les ferait régulièrement bouger, ce qui les empêcherait de se déconnecter, ce qui leur permettrait de passer leur temps en prison en laissant leur jeu allumé. Ils vont essayer, dans le futur, de trouver une solution pour empêcher ça, en obligeant les joueurs à pointer à certains endroits régulièrement à certains moments, pour notifier le jeu qu'ils sont bien en train d'effectuer leur peine de prison. Et tenter de s'évader empêcherait évidemment de pointer à ces endroits. C'est des idées sur lesquelles ils sont en train de réfléchir. La première prison sera automatisée, mais ils aimeraient créer une prison avec des gardes, et où les joueurs pourraient être des gardes empêchant les détenus de s'évader. Ils aimeraient créer des parcours d'évasion dynamiques selon certaines circonstances, et en tout cas complètement différents selon les prisons pour éviter la monotonie. Les joueurs évadés de prison auront une grosse prime sur leur tête, et vous serez grandement récompensés si vous les attrapez avant qu'ils aient pu illégalement annuler leurs dettes. Donc ces joueurs-là seront certainement attendus à la sortie de la prison. Il y aura un rover à la sortie de la prison qui permettra de s'échapper, mais il faudra le débloquer et espérer qu'il n'aura pas déjà été pris. Et pour le moment, tant qu'ils n'auront pas effacé leurs dettes, les joueurs évadés seront bloqués avec l'inventaire réduit de la prison. Pour résumer, la meilleure solution pour s'évader sera d'avoir des complices à l'extérieur pour venir nous chercher et nous protéger. Pour l'instant, si on s'évade, ils ne savent pas ce qui arrivera à notre vaisseau confisqué lors de notre incarcération, mais il faudra probablement le racheter, ce qui incitera les joueurs à ne pas s'évader. Une fois que vous aurez effectué votre peine de prison, vous pourrez vous rendre auprès d'un terminal et vous serez automatiquement téléporté à votre point d'apparition précédent en dehors de la prison. Il ne prévoit pas de prison mobile, mais il prévoit une mission où on devra prendre d'assaut un caterpillar, scanner les prisonniers qui y sont cryogénisés et démarrer les procédures pour les réanimer et les libérer. Pour la première version de la première prison, il ne devrait pas y avoir de PNJ donneur de mission, mais c'est prévu, et il n'y a pas non plus de monstres dans les mines de la prison, mais c'est prévu aussi. Les conditions de survie dans la prison seront assez classiques, il faudra boire, manger, par contre l'oxygène sera assez rare, et les passages pour s'évader nous feront passer dans des zones assez chaudes. Et pour réduire notre peine de prison, des terminaux permettront de reverser ce qu'on aura récolté dans les mines, et ils savent d'ores et déjà que des joueurs pourront tenter de les bloquer. C'est des comportements qu'ils vont surveiller, et ça pourrait pourquoi pas empêcher les peines de ces joueurs de se réduire. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap de Star Citizen. Sur la mise à jour 3.9, on a deux reports. La nouvelle méthode de visée et les inconvénients inhérents au combat à grande vitesse ont été repoussés en 4.0. On a en revanche quelques progrès satisfaisants sur les environnements et sur les mécaniques de jeu, mais toujours pas sur les vaisseaux. CIG a aussi ajouté le planning pour la mise à jour 4.1 qui devrait être disponible pour la CitizenCon le 10 octobre. D'autres éléments seront ajoutés au cours des prochaines semaines, mais pour l'instant, voilà ce qui est prévu. Sur l'intelligence artificielle pour les PNJ à pied, il est prévu d'améliorer une bonne fois pour toutes leur méthode d'utilisation des armes à feu, mais c'est tellement vague que ça sera sûrement éclaté en plusieurs autres tâches. Et aussi améliorer leur capacité à utiliser leurs armes plus efficacement en fonction de la situation et mieux gérer leurs munitions. Et sur les PNJ en vol, il est prévu d'améliorer leur capacité à prendre connaissance des dangers qui les entourent et les éviter. Sur les mécaniques de jeu, il est prévu d'améliorer et unifier le code pour les objets à lancer comme les grenades, de permettre aux joueurs de pousser et tirer des objets, et de permettre aux pilotes de vaisseaux de mieux sélectionner le type de missile qu'ils souhaitent utiliser lors d'un combat. Sur les vaisseaux, il y a seulement le Mercury qui est prévu pour le moment, et sur les armes, on a seulement un lance-grenade et l'accessoire de découpage pour le pistolet multifonction. Bref, pour l'instant c'est très mince, et beaucoup de ces tâches ne sont pas nouvelles, car elles ont été reportées depuis les mises à jour 3.9 et 4.0 au cours des dernières semaines. Pour ce qui est de la roadmap de Squadron 42, à moins d'un gros changement, je ferai plus qu'un point mensuel, peut-être lors de la sortie des rapports mensuels, ou alors le premier week-end de chaque mois. Et pour finir, il semblerait que l'affaire opposant CIG à Crytek aille vers un dénouement à l'amiable, si on peut dire ça comme ça. On sait pas encore laquelle des deux parties va y perdre le plus, et les deux studios ont jusqu'au 23 mars prochain pour conclure ou relancer l'affaire. Donc on aura peut-être enfin le fin mot de toute cette histoire dans les prochaines semaines. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.